Bonjour à tous. Ce matin, j'ai reçu un message d'une banque d'affaires qui me demandait si je voulais investir dans une boîte. Et ça aurait pu être un leveur de fonds. Je vais vous dire ce que je pense direct. Il n'y a aucun monde où j'investis dans cette boîte. Aucun monde. Et en fait, je vois de plus en plus d'entrepreneurs qui, je sais pas, se prennent, disent oui, je prends un leveur de fonds, je prends une banque d'affaires. Le truc à la mode maintenant, c'est banque d'affaires. Il y a quelques années, c'était leveur de fonds. Et en fait, c'est une idée de merde. Sauf si vous avez une énorme boîte qui pèse plusieurs milliards, mais ça, c'est un autre sujet. Et pour trois raisons. Du coup, je vais absolument vous décourager et vous expliquer pourquoi. Déjà, c'est des compétences cœur que vous devez avoir et je vais vous donner les trois compétences qu'un entrepreneur doit avoir et qu'il ne doit pas déléguer à sa banque d'affaires. Et en fait, si vous déléguez ces compétences, j'ai juste pas envie d'investir chez vous. Deuxième chose, c'est parce que vous avez des intérêts qui sont fondamentalement pas alignés. Ça, vous devez le savoir. Et en fait, la plupart des gens disent oui, mais non, en fait, vos intérêts sont pas alignés, du coup, ça ne marche pas. Et enfin, je vais vous expliquer pourquoi c'est une catastrophe pour la négociation. Et mon tips que j'utilise moi en négociation pour faire que ça va beaucoup plus vite. Et si vous avez déjà levé ou vendu, vous savez que vous pouvez vous enterrer et perdre des mois. Et il y a un truc simple qui marche à tous les coups. Et pour finir, je vous donne mon setup. Moi aujourd'hui, quand je lève, si je veux vendre ou lever ma boîte, de qui je m'entoure, comment, qui, je vous donnerai même des noms si ça peut vous aider. C'est parti. C'est des compétences à avoir. Il y a trois choses que vous pouvez déléguer aux banques d'affaires et quand j'essaie de demander aux gens pourquoi vous prenez un leveur de fonds une banque d'affaires, ils me disent j'ai besoin d'eux pour ça. Un, c'est trouver les bons contacts. Ils me disent oui, ils ont le bon réseau et tout. Deux, c'est créer une relation avec les gens parce qu'ils disent on les connaît déjà donc il y a de la confiance. Et trois, ça permet de créer du FOMO parce que du coup, comme ils contactent plein de gens en même temps, ça crée du fear of missing out, ça crée la peur de manquer une opportunité. Pourquoi c'est une idée pas ouf? Un, trouver les bons contacts. Si vous êtes incapable de trouver des top VC qui peuvent investir dans votre boîte ou des mecs qui peuvent vous racheter, juste apprenez à le faire. Et moi, j'investis pas dans une boîte qui n'est pas capable de faire ça. Deux, c'est créer cette relation. Eux, ils ont la relation avec la banque d'affaires. Mais en fait, pour moi, pour faire une bonne vente ou une bonne levée de fonds, vous devez avoir identifié les bonnes personnes qui fit vraiment avec vous. Et ça, je suis désolé, il n'y a que vous qui pouvez vraiment trouver les bonnes personnes. Et une fois de plus, si vous ne savez pas le faire, démerdez-vous pour l'apprendre. Et en fait, cette relation, vous devez la créer sur le long terme. Personne n'aime acheter ou investir sur une photo. Les gens préfèrent une vidéo. Si les gens vous ont vu progresser sur les 3, 6, 9 derniers mois, il y aura beaucoup plus de confiance et ils auront beaucoup plus d'intérêt à investir chez vous. Et c'est ça que je vous recommande. C'est trouver la bonne personne, créer une relation avec elle et le jour J, activer-la. Et d'ailleurs, ce que je dis à quelqu'un, si tu veux vendre ta boîte dans 6 mois, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à prendre des cafés avec les bonnes personnes. Et enfin, créer du FOMO. Le problème des banques d'affaires, c'est qu'elles créent un FOMO qui en fait est très artificiel. C'est-à-dire, elles disent oui, cette boîte-là, les gens veulent investir. Et en fait, ils mettent plein d'investisseurs ou d'acheteurs et ils créent un tunnel, vous voyez, où à la fin, il faut y aller, sinon vous allez perdre l'opportunité. Mais en fait, est-ce que si cette boîte était si intéressante, elle aurait besoin d'une banque d'affaires? Et non. Et en fait, ça se voit. Ça se voit. Et les meilleurs acteurs du marché, ils voient bien que cet effet d'annonce, cet effet de rareté, en fait, il est fake. Il est faux. Et en fait, pour moi, pour créer un vrai effet de FOMO qui fait que vous allez pouvoir augmenter la valeur et avoir les meilleurs investisseurs ou les meilleurs acheteurs pour votre boîte, il faut absolument que ce soit vous qui l'organisez, que ce soit l'air d'eux. C'est-à-dire si vous prenez un café avec quelqu'un et vous lui dites l'air de rien, que vous avez déjà discuté avec un autre VC la veille et qui vous envoie une term sheet et que vous êtes hyper content en l'air de rien toujours, parce qu'en fait vous lui donnez juste des nouvelles de votre boîte, de pouvoir lever à telle valorisation, le mec ça va le chauffer. D'autant plus si ça fait quelques mois qu'il vous parle et qu'il sait que vous êtes un entrepreneur de qualité, que vous progressez vite, que vous avez des bonnes métriques. S'il reçoit un dossier dans sa boîte mail d'une banque d'affaires et que le mec, le banquier d'affaires qui fait ça toute la journée lui dit ouais t'inquiète, j'ai plein d'autres gens qui sont sur le dossier, dépêche-toi. Franchement les gars ça marche pas, juste ça marche pas. Donc je répète, si vous savez pas faire ça, apprenez-le et sinon moi je mets juste pas de ticket chez vous et les meilleurs mettront pas de ticket. Intérêt pas aligné, c'est la deuxième chose. Il faut savoir que généralement il faut lâcher entre 3 et 5% du montant, que ce soit une vente ou une levée de fonds, après ça dépend de la banque, etc. En fait ils ont intérêt à vendre ou à faire que vous leviez le plus rapidement possible. Ils n'ont pas intérêt à faire que vous trouviez l'avoir la meilleure valo possible. En fait, de vendre votre boîte 20 millions ou 25 millions, si ça leur prend 3 fois plus de temps de vendre 20% plus cher, 25% plus cher, pardon, ils ont intérêt à vendre le plus rapidement possible. Parce qu'à la fin, leur taux à l'heure sera beaucoup plus élevé s'ils sont allés vite. Du coup, ils n'ont pas intérêt à optimiser la valorisation et à optimiser la qualité de la personne qui achète. Ils ont intérêt à optimiser la vitesse en essayant de vendre quand même assez bien. Et en fait, c'est complètement désaligné avec vos intérêts parce que vous, votre seul et unique objectif, c'est d'avoir une bonne valo, bien entendu, parce que c'est l'argent qui tombe sur votre portefeuille, maintenant ou plus tard. Mais surtout, vous voulez avoir le meilleur acheteur qui fait que votre boîte va continuer à se développer et que vous serez fier d'avoir monté cette boîte dans 10 ans parce qu'en fait, vous l'aurez vendue, mais elle va continuer à se développer. Et je peux vous assurer que ça détruit le cœur de voir la boîte
que vous avez construit pendant des années, que vous avez vendu, se péter la gueule. C'est terrible. Voilà, je vous le dis, je l'ai vécu et j'ai vu d'autres gens qui le vivaient, c'est horrible. Et deuxième chose, faire rentrer un investisseur qui n'a pas un fit total avec vous, qu'on vous a juste présenté en mode speed dating et on a dit ok, ce mec-là, il investit à tel montant, donc moi je vais prendre mon cut, part avec lui. C'est horrible. Les investisseurs, c'est des gens avec qui vous allez bosser pendant 7 ou 10 ans. Choisissez le bon investisseur. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à trouver mon investisseur de mes 2 derniers tours. Et ces mecs-là, en fait, je leur parle tous les mois et à chaque fois que je leur parle, je me dis putain, ils m'ont fait progresser. Donc, laissez pas une banque d'affaires et son business model faire que vous n'allez pas faire cette rencontre. C'est hyper important. Dernière chose, la négociation juridique. C'est une catastrophe. Même la négo au global. En gros, il y a deux modèles. Soit vous avez des avocats, soit vous avez une banque. Le problème des banques d'affaires, c'est qu'ils ont intérêt à ce que la négo aille le plus vite possible et à lâcher sur plein de clauses. En fait, eux, s'ils lâchent sur plein de clauses et que vous êtes emmerdé dans 3, 5, 7 ans, ils s'en foutent. Eux, ils ont pris leur pourcentage. Et bien sûr, il y en a qui ont une éthique pro et tout, mais ils doivent aller le plus vite possible. Alors que les avocats, eux, ce qu'ils veulent, c'est prendre le plus de temps possible pour bill, donc vous facturer le plus d'heures possible. La meilleure chose à faire pour moi, c'est vous qui devez défendre vos intérêts. C'est à vous de savoir sur quelle clause vous lâchez, sur quelle clause vous voulez pas lâcher. Et pour ça, vous devez parler à d'autres fondateurs qui ont l'expérience, qui ont déjà fait avant vous. Et moi, ce que je fais, c'est que je négocie toujours directement avec la personne en face. Je ne laisse pas les avocats négocier ou une banque d'affaires, même si j'en prendrai pas. Je négocie directement avec le partenaire du fonds ou le mec qui veut me racheter. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote, ma dernière levée de fonds, on avait des avocats, ça ramait du cul, ça faisait 1 mois que ça avançait pas. J'ai pris un call avec le partenaire, je lui ai dit ok, qu'est-ce qui est important pour toi? Il m'a dit, je lui ai dit ok, voilà ce qui est important pour moi. En 30 minutes c'était fini, on avait dépilé toutes les clauses sur lesquelles il y avait des négos. 2 jours après, c'était fini. Donc on avait dépilé avec lui, 2 jours après les avocats avaient terminé, on leur a dit voilà ce qu'on a décidé. Maintenant, vous avez 48 heures pour vous mettre d'accord pour la rédaction, on ne veut plus en entendre parler. Et là, ça a été décisif. Et en fait, vous devez vraiment vous mettre dans cette optique. Et c'est comme ça que vous évitez que les négos durent pendant 1000 ans. Et ça, c'est un truc que j'aurais voulu aimer savoir avant parce que j'ai perdu pas mal de temps sur d'autres trucs. Du coup, c'est quoi mon setup? Mon setup, c'est d'avoir un avocat qui est un avocat individuel ou qui a un tout petit cabinet. Pour moi, c'est hyper important. Le problème des avocats hyper shiny, c'est qu'ils sont cool, mais en fait, ils connaissent souvent l'avocat en face ou la banque d'affaires connaît souvent l'avocat d'en face. Alors du coup, moi, je préfère qu'ils ne se connaissent pas parce que je trouve qu'ils défendent mieux mes intérêts. Et je trouve qu'un mec individuel défendra toujours bien mieux vos intérêts. C'est comme il faut mieux bosser avec une freelance qu'avec une agence, pour moi. Une agence qu'avec un freelance. Autre chose, c'est que vous devez avoir un directeur financier qui l'a déjà fait en part-time, qui peut aussi prendre des finances, qui vous accompagne. Et pour moi, si vous avez un avocat individuel en lequel vous avez confiance, moi je bosse avec Judith Benoudis, qui est incroyable, et avec ma directrice financière qui à l'époque était part-time, maintenant qui est full-time, qui est Camille, qui a déjà fait des ventes et des levées de fonds, et bien en fait c'est bien mieux qu'une vente d'affaires, et il vous drive sur les bons trucs, c'est vous qui êtes au contrôle, qui contrôlez tout, mais c'est ces gens-là qui vous aident. Voilà, c'est ce que je vous recommande, voilà pourquoi il ne faut pas avoir de leveur de fonds, voilà pourquoi il ne faut pas avoir de banque d'affaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis chaud d'avoir vos avis. Des bisous.